Donc ici, on va continuer sur la biochimie, donc l'introduction. On va maintenant parler, donc ça c'est grand 4, la médecine nucléaire. Maintenant, grand 5. Alors, grand 5, ici on va parler des liaisons intermoléculaires, les liaisons chimiques. Les liaisons chimiques. Alors, les liaisons chimiques. Pourquoi on doit étudier les liaisons chimiques? Parce que la cellule, quand il a par exemple du sucre, ben le sucre il est fort pour elle, donc il doit le séparer nous-mêmes par exemple. Vous voulez faire une table, ben vous avez du bois, donc tu es forcé d'avoir une scie, tu es forcé d'avoir des outils pour démanteler et puis remanteler. Eh bien c'est la même chose. Les cellules ont besoin de casser les liaisons chimiques. Les cellules ont besoin de casser, de briser des liaisons chimiques pour fabriquer d'autres. De briser, ou bien de casser, de casser des liaisons chimiques, pour fabriquer d'autres. Parce que il doit travailler, il doit faire des protéines. Alors les protéines, ce sont des liaisons chimiques, il doit les fabriquer, donc c'est ça. C'est pour cela qu'on doit regarder quelles sont les liaisons chimiques. Alors, là, nous avons 3 liaisons chimiques. Alors, nous avons 2 types de liaisons chimiques. Donc, on va faire ici, type de liaison chimique. Type de liaison chimique. Alors, vous les connaissez, hein, donc ici, ce sont des rappels, tout ça. Hein. Nous avons liaison ionique. Liaison ionique. Métal, non-métal, entre un métal, toujours liaison ionique, c'est toujours entre un métal et un non-métal. Exemple, un HCl. Alors, la molécule, qu'est-ce qu'il va utiliser pour casser ça, par exemple? Il va utiliser l'eau. L'eau, pourquoi? On va le voir. Parce que l'eau casse les liaisons ioniques. Liaisons covalentes. Et puis, il y a les liaisons covalentes. Ceux-là, ils sont entre non-métal et non-métal. Non-métal avec un autre non-métal. OK? Donc, ça, ce sont les liaisons chimiques. Alors, dans les liaisons chimiques, maintenant les covalentes, il y a 2 types de liaisons chimiques covalentes. Il y a les liaisons chimiques qui sont polaires et il y a les liaisons chimiques qui sont non polaires. Alors, là, donc les ioniques, okay. Donc, liaison, quand on a liaison covalente, alors on a les liaisons covalentes, ils se divisent en 2, polaires et les liaisons non polaires. Et là, je vais m'arrêter un petit peu parce que c'est très important ça. Vous devez connaître, rien qu'en regardant une molécule, vous devez savoir est-ce qu'elle est polaire ou non polaire. Ok? C'est très important. Comment je sais qu'une molécule est polaire ou qu'elle n'est pas polaire? Eh bien, la polarité, c'est quoi en fait? La polarité, c'est tout simplement, quand j'ai une molécule, disons par exemple, je prends une molécule qui est, par exemple, H2O, ou bien HCl. Je prendrai HCl. Alors, l'hydrogène est un non-métal. Le chlore est un non-métal. Alors, quelle est la liaison qui va être entre les deux? Ça va être une liaison covalente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que le chlore et l'hydrogène vont partager les électrons. Parce que l'hydrogène a un électron, le chlore, il a 7. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont partager ces 2 électrons-là. Eh bien, c'est comme s'il y a une garde partagée. En fait, quand les 2 électrons sont là, c'est comme des enfants. Et puis, chacun veut garder les enfants le plus longtemps possible chez lui. Et c'est pour cela qu'on doit regarder, est-ce que la molécule est polaire ou non polaire? Non polaire, ça veut dire que le partage est équitable. Quand, par exemple, j'ai Cl et Cl. Cl et Cl, j'ai 2 molécules Cl, ben, le partage va être équitable parce que le Cl est aussi fort que le Cl. Par contre, le HCl, eh bien, il est polaire. Pourquoi? Parce que le Cl va attirer les électrons plus que l'hydrogène. C'est ce qu'on appelle l'électronégativité. Qui me dit, est-ce que la molécule est polaire ou non? C'est l'électronégativité.
Alors, on va l'écrire ici. L'électronégativité me dit est-ce que la molécule est polaire ou non. L'électronégativité détermine si une molécule est polaire ou non. Est polaire ou non. Ou non polaire. Alors là, pour éclaircir cette question-là, je vais prendre un tableau des électronégativités. Pas ici, c'est ici. Ça, c'est un tableau de l'électronégativité. Alors, vous voyez l'électronégativité Alors, l'électronégativité, premièrement, c'est quoi? L'électronégativité, je vais faire un rappel. L'électronégativité, c'est la capacité d'attirer des électrons. C'est la capacité d'attirer des électrons. Alors, je ne vais pas faire ça en chimie, on va le faire dans la cours de chimie. Ici, on fait un cours de biologie, je vous donne que le minimum. C'est ça. Par exemple, quand je vois les métaux toujours ont tendance à perdre des électrons. Pourquoi? Parce que leur électronégativité est faible. Regarde par exemple le sodium 0,1, 1,2, 0,8, le calcium 1. L'hydrogène qui est non-métal, il a une très forte électronégativité parce qu'il attire beaucoup les électrons. C'est pour ça qu'il va faire des liaisons covalentes lui. Regardez le carbone 2,5, l'azote 3, le chlore 3, le soufre 2,5, le phosphore, etc. L'oxygène 3,5. Vous voyez l'oxygène ici? C'est pour cela que l'oxygène, il est très électronégatif. Donc les électronégatifs, les non-métaux, ils sont toujours électronégatifs. Très électronégatifs, ça veut dire qu'ils attirent les électrons. Par exemple, maintenant, je vais prendre un exemple. Quand est-ce que la molécule est polaire? Alors, on va écrire ici, électronégativité. Okay. Je vais prendre des exemples ici, tout ça on va le voir en chimie. Hein. Je prends un exemple. Je prends par exemple HCl. Pourquoi HCl est polaire? Pour le savoir, c'est facile. Je prends l'électronégativité de l'hydrogène, le N de l'hydrogène, moins le N du chlore. Ou bien le plus petit moins le plus grand. Hein. Quelle est l'électronégativité de l'hydrogène? 2,1. Quelle est l'électronégativité du chlore? 3,5. Je fais la différence. C'est ce qu'on appelle le delta EN. La différence. Je fais 3,5 moins 2,1. Est égal à combien? Il me donne ici 1,4. Il est plus grand que 0,4. S'il est plus grand que 0,4, polaire. C'est comme ça comment on sait est-ce que la molécule est polaire ou non. Donc la molécule HCl par exemple, elle est polaire. Pourquoi? Parce que la différence d'électronégativité est plus grand que 0,4. Prenons un autre exemple. On va prendre des exemples qu'on va voir dans la nature, dans la réalité. H et O. H2O. Donc ça c'est le premier exemple. Ce qui nous intéresse, c'est 1, 2, H2O. Par exemple, je prends HO, HO, H2O. Je prends par exemple cette liaison-là. Je dis, est-ce que celle-là est polaire? Ben, tout simplement, qu'est-ce que je fais l'électronégativité du H. L'électronégativité du H, c'est 2,1. L'électronégativité du O, le chlore, ici je me suis trompé. Hein. Le chlore ici, c'est 3. Hein. Normalement, c'est 3,0 moins 2,1. Qui me donne 0,9, qui est encore supérieur à 0,4. J'ai pris le 3,5 de l'oxygène. L'oxygène, lui, c'est 3,5. Je fais la différence, delta EN, c'est celui qu'on a fait tout à l'heure, 3,5 moins 2,1, ça me donne 2,4. Ça me donne 1,4. Plus grand que 0,4. Polaire. C'est pour cela que l'eau est polaire. Et même, elle est très polaire, parce que vous voyez, la différence de 1,4, c'est beaucoup. Là, c'est 0,9, donc la différence de polarité, hein. Mais c'est pour cela que l'eau était très utilisée dans la biochimie, parce que c'est un très beau outil. On va voir pourquoi l'eau est très bon pour la biochimie, hein, parce qu'il va être utilisé à plusieurs pour casser les liaisons, pour fabriquer des liaisons, parce que c'est un outil très fort. Donc H2O est très polaire, très polaire. Donc il est un très beau outil, c'est comme une scie qui est vraiment très sharp. 3. On va prendre une autre qui est très importante pour nous, le carbone et l'hydrogène.
parce que toujours on a laissé H3, c'est là. Je dois faire là, est-ce qu'il est polaire celle-là? Je dois faire la différence. Le carbone, c'est combien? 2,5. L'hydrogène, c'est combien? 2,1. Le delta EN, c'est combien? 2,5 moins 2,1. Ça me donne 0,4. Ah, 0,4 n'est pas plus grand que sur 1, donc il est non polaire. Parce que si je suis inférieur ou égal à 0,4, eh bien je suis non polaire. Je suis polaire si je suis supérieur à 0,4. 0,4, 0,6, il y a ceux qui même disent 0,7, mais 0,4, si je suis supérieur à 0,4, je suis non polaire. C'est pour cela que les molécules, par exemple, on va les voir, les glucides, par exemple, ne sont pas polaires. Okay? Pourquoi? Parce qu'ils ne contiennent que des hydrogènes et des carbones. Les alcanes, les alcènes, tout ça ne sont pas polaires. Pourquoi? Parce que la différence entre le carbone et l'hydrogène, c'est très petit. Ok? Maintenant, on va faire aussi l'azote avec l'hydrogène. Alors, la liaison OH est très importante. Donc, la OH est très polaire. Ça, j'aimerais que vous le sachiez. OH est très polaire. Dès qu'on voit OH, la molécule est polaire. À moins qu'elle soit symétrique, bien sûr. Je vais faire N et H, parce que ça aussi, on va les voir, ces liaisons-là, avec les amines, les acides aminés, par exemple. Cette liaison est très importante. Est-ce qu'elle est polaire, celle-là, ou non? Ben, je vais voir. Le N, c'est combien? C'est 3,0. Le H, c'est combien? 2,1. Je fais la différence. Delta EN, ça me donnerait la même chose que pour. Ça me donne lui aussi 3,0. Ça me donnerait 3,0 moins 2,1. Ça me donne 0,9. Plus grand que 0,4. Elle aussi, NH est polaire. Très bien. Alors voilà, c'est pour la polarité. On vient de les voir ici, les molécules polaires. Maintenant, les molécules non polaires. Ok, il y a une règle maintenant. Donc, molécules polaires et polaires. Maintenant, il y a une règle. Règle. C'est pour cela que les polaires est très important. Les substances polaires se dissouvent dans des substances polaires. Le polaire dissout le polaire. Dissout le polaire. Ça, c'est règle 1. Règle 2. Le non polaire dissout le non polaire. Dissout le non polaire. C'est pour cela que si vous mettez de l'huile dans l'eau, l'huile ne descendra pas parce que l'eau n'arrivera pas à le dissocier, tout simplement parce qu'il est non polaire. Donc voilà, ça, on vient de les faire. Maintenant, donc ça, vous devez les comprendre, la polarité, etc., parce que c'est très important dans la chimie. Maintenant, ça, c'est les liaisons. Maintenant, on va parler des forces intermoléculaires. Les forces intermoléculaires. Les forces intermoléculaires. Thermomoléculaires. Alors, les forces intermoléculaires, ce sont les forces entre des molécules. Là encore, la cellule aura à casser, pas seulement, par exemple, j'ai H2O. Ben, j'ai plusieurs molécules H2O. Ben, les molécules H2O vont s'attacher une à l'autre. Ben, par exemple, la cellule aimerait bien avoir une seule molécule, et ici, une seule molécule, donc il doit les séparer avant de casser les liaisons. Ok, c'est ce qu'on appelle les forces intermoléculaires. Alors, quelles sont les forces qu'on a? On a les forces de London. Les forces de dispersion. Parfois, on les appelle les forces de dispersion. On les appelle aussi forces de London, de dispersion de London. Alors, ces forces-là se trouvent où? Ces forces intermoléculaires se trouvent dans les substances non polaires. Force très faible, force très faible, se trouve entre les molécules non polaires. Les molécules non polaires. C'est pour cela que non polaire, ça veut dire pour l'organisme, c'est facile à casser. L'organisme est déjà 37 degrés Celsius, donc avec cette énergie-là de 37 degrés Celsius, il peut casser ces molécules. Sinon, il doit avoir plus de chauffe, parce qu'il doit chauffer, hein. Par exemple, l'eau, vous devez le chauffer, vous mettez dans une chaufferette ou dans la cuisinière. Eh bien, la même chose, notre organisme, ben, il va dire, je dois chauffer, et comment je dois chauffer? Eh bien, je dois donner de l'énergie. Mais s'il n'y a que des forces de London, ils sont faciles, ça ne me donnera pas.
Les forces de qui sommes? Les forces dipôle-dipôle, on les appelle aussi dipôle-dipôle, dipôle-dipôle. On les appelle aussi forces de qui sommes. Alors ces forces-là, ils se trouvent dans les substances polaires. Force assez forte, plus forte que celles de London, on va laisser ça. Plus forte que les forces de London, se trouvent, où on trouve ces forces-là, entre les molécules polaires. Entre les molécules polaires. OK? Troisième force. Je vais effacer ici. C'est ce qu'on appelle les forces de liaison d'hydrogène. Force de liaison d'hydrogène. 3 forces de liaison d'hydrogène. Alors, ces forces-là sont très fortes. D'hydrogène. Force intermoléculaire. Intermoléculaire très forte par rapport aux forces de London, par rapport aux forces dipôle-dipôle, aux forces dipôle-dipôle. Alors, où est-ce qu'on trouve ces forces-là? On les trouve quand on a les liaisons d'hydrogène. Ces forces se trouvent se trouvent dans les substances qui ont des liaisons d'hydrogène, se trouvent dans les molécules qui ont les groupements OH, NH et FH. Donc, quand vous voyez le groupement OH ou bien le groupement NH, ce sont ceux qui nous intéresseraient, nous, parce que c'est en une chimie. Dès qu'il y a un groupement OH, par exemple, un alcool, ou bien NH, les amines, par exemple, NH, ce sont des liaisons d'hydrogène, ils vont être assez fortes, ces liaisons-là. Donc, voilà les trois forces. Alors, pourquoi on voit ces trois forces-là? Parce que, encore une fois, on va revenir, qu'est-ce que la molécule va faire? Par exemple, quand la molécule va faire son ADN, parce que l'ADN, quand même, quand il va fabriquer quelque chose, ben, il doit les lier d'une manière solide, il va utiliser toujours les liaisons d'hydrogène. OK? Il ne va pas utiliser les liaisons de London parce que ça va se casser rapidement. Ou bien les forces dipôle-dipôle. C'est pour cela qu'on va voir, par exemple, que dans l'ADN, on va voir les groupements, ou bien on va voir les liaisons hydrogène, OH, on va voir des liaisons NH, etc. Donc, voilà, j'aimerais que vous maîtrisiez bien ce que je viens de dire ici. C'est très important, les forces intermoléculaires. Et puis là, après, on va voir les types de réactions biochimiques. Quelles sont les réactions biochimiques qui se passent dans notre corps? Voilà, allez, bye.